À ceux qui sont dans la salle, bonjour à ceux qui nous rejoignent en distanciel. Nous allons aborder ce prochain pitch qui, j'en suis sûr, va titiller votre imagination puisqu'on va parler de baleines volantes. Alors par baleines volantes, on pense à ces dirigeables, des dirigeables de nouvelle génération qui sont capables de transporter des charges de 60 tonnes, de plus de 60 tonnes, dans des zones enclavées. Je suis sûr que du côté de Mafat ou de Grand Bassin, on va suivre ces expérimentations avec beaucoup d'intérêt. Je suis sur ce plateau avec Thomas Salamé, qui représente la société Quanta Engineering et donc qui travaille en partenariat avec la société de Flying Whales, donc de Armel Tarieux, donc qui va peut-être nous rejoindre en visio, peut-être pas, ce sera la surprise. En tout cas, Thomas, bienvenue et je vous laisse présenter ce projet. Oui, donc voilà, vous l'avez bien introduit, hein, c'est un projet qui existe depuis quelques années maintenant. On va avoir une timeline, mais qui est un projet en cours de développement, de remettre au goût du jour les dirigeables pour du transport de charges lourdes et notamment pour désenclaver des zones isolées, et ce avec une empreinte environnementale assez réduite. Voilà. Donc c'est avec Flying Whales, on a noué un partenariat pour voir s'il y avait la possibilité d'exploiter ce genre d'aéronef sur la zone océan Indien, donc pas que la Réunion, hein, et voir si on pouvait techniquement exploiter le LCA 60T, donc c'est le nom de cet aéronef, et voir si y a une faisabilité technique et économique. Donc, Flying Whales, la raison d'être de Flying Whales, c'est, donc, comme je le disais, hein, c'est désenclaver des zones, faire du transport de charges lourdes, encombrantes, et ce avec une empreinte environnementale réduite, en tout cas comparée au transport conventionnel. L'histoire de Flying Whales, elle commence par l'initiative de l'ONF, en fait, l'Office national des forêts, qui voit bien qu'il y a plein de zones non exploitées dans le cœur de la France, des zones avec du bois qui pourrait nous servir pour tout plein de choses, hein, des constructions notamment. Et s'appuyant sur des études de l'ONERA, Flying Whales a commencé à intuiter ce nouveau type de transport, donc le dirigeable. Alors, nouveau, oui et non, puisque ça a déjà été fait par le passé, mais là c'est axé sur du transport de fret et de charges lourdes. C'est un projet d'envergure nationale, hein, visibilité du gouvernement et donc avec le soutien de leur premier client qui est l'ONF. Donc on parlait de timeline, voilà. Donc les prémices de l'étude se fait avec l'ONF comme client, l'ONERA comme support de recherche et technique qui atteste de la faisabilité technique. Et vers 2013, il y a vraiment l'impulsion l'étincelle qui commence à prendre, avec des feux qui commencent à être au vert d'un point de vue financier, d'un point de vue consortium qui commence à se former. Et technologiquement, comme je vous disais, on s'appuie sur des choses sur des briques qui existent depuis un moment. En 2017, on fige la structure d'actionnariat et on commence le développement de ce programme, donc du LCA 60T. En 2019, c'est maintenant la Nouvelle-Aquitaine qui rentre dans la danse, la région Nouvelle-Aquitaine, pour accueillir en fait la FAL, donc Final Assembly Line, pour finaliser le dirigeable, l'assembler et donc c'est l'usine finale, on va dire, d'où sort le dirigeable. Où ça en Nouvelle-Aquitaine ? La zone plutôt vers Bordeaux. Maintenant, j'ai pas l'adresse, mais donc une production française. Hein, ouais, une production 100% française en termes de R&D,
La zone d'assemblage, donc la Final Assembly Line, on verra, il y aura 3 sites, dont un au Québec. Donc d'ailleurs, le gouvernement du Québec est dans l'actionnariat à 25%. Et après, il y aura une 3e FAL qui va se trouver à Hubei en Chine, parce que le gouvernement chinois est aussi intéressé par ce genre d'aéronef. Donc un actionnariat aussi bien national que institutionnel que privé. On a des grands noms comme Bouygues ou ADP qui croient à ce projet, tout comme le gouvernement québécois. Donc tout ça pour alimenter le projet qui se découpe en 2 phases. Donc une phase de 2 sociétés, même Flying Wells Industries qui est le constructeur et Flying Wells Services qu'on verra, c'est on va dire l'exploitant, une sorte de compagnie aérienne qui exploitera ces dirigeables. Flying Wells n'est pas tout seul non plus dans son consortium industriel. On a pas mal d'intervenants classiques, on va dire, du monde aéronautique, que ce soit Thales, L'Onera, on en a parlé, Safran, Honeywell, donc des grands noms de l'industrie française qui sont impliqués dans le domaine aéronautique. Et donc ils vont intervenir sur différents packages, que ce soit la propulsion, le design, voilà, l'aérodynamisme. Donc Flying Wells n'est pas tout seul, quoi. Donc il y a une petite vidéo qui vous présente un petit peu le concept et ses cas d'utilisation. Donc on peut la lancer.
Merci pour cette vidéo. On voit très bien du coup comment ça fonctionne, comment ça va fonctionner. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge en le voyant ça. Ça se pilote comment ce type de dirigeable? Alors c'est assez simple, c'est un pilote et un opérateur de chargement. Voilà, c'est un équipage de 2 personnes. Il n'y a pas de transport passager, hein, je tiens à préciser. Donc voilà, le chargement se fait par élingue et le pilotage peut se faire en pilote unique. Après, évidemment, il y a des équipes au sol qui doivent, au centre de commande, pouvoir diriger et donner les indications météo ou de mission à l'équipage on-board. Mais on-board, il y a 2 personnes. D'accord. Voilà. Du coup, les caractéristiques de cet aéronef, et donc on a vu qu'on peut transporter aussi bien des grumes comme sa conception initiale le prévoit, mais également des conteneurs avec une soute assez volumineuse. Hein. Le tout pouvant atteindre en termes de masse 60 tonnes. Donc sur un 40 pieds, un conteneur de 40 pieds, c'est à peu près 30 tonnes. Donc 2 conteneurs pleins, ça peut être transporté, que ce soit en élingue, en suspension ou bien directement dans la soute. On a vu aussi mais je vais le voir ici, on a vu aussi qu'on peut transporter ici des charges qui ne sont pas particulièrement lourdes, mais plutôt volumineuses. Typiquement des pylônes électriques, jusqu'à maintenant, ça se tronçonne et ça se découpe pour être reconstitué par soudure sur site. Là, on pourrait directement transporter et faire un gain en termes de coût. Le concept qui est peut-être le plus intéressant pour la Réunion, c'est le déchargement des bateaux porte-conteneurs au large, que l'on voit d'ailleurs au large du port, souvent en train d'attendre et se languir de pouvoir être déchargés au port. Voilà, on étudie la possibilité de décharger les conteneurs directement depuis le large pour alimenter le port. Il y a un concept qui me tient à cœur et que je veux faire une petite cible dessus, un petit zoom, c'est le concept de Flying Care Project. C'est donc un hôpital mobile, dans un conteneur mobile que l'on peut déposer à différents endroits, donc par exemple sur la zone de Mada et faire 15 jours auprès d'un village isolé, puis 15 jours auprès d'un autre, etc. Donc c'est intéressant et c'est permis justement parce qu'on peut transporter ce genre de charges lourdes et volumineuses. Je vous en parlais tout à l'heure, donc le projet va évidemment se lancer en prime en France, donc en Nouvelle-Aquitaine. Donc le Québec est intéressé pour une deuxième Final Assembly Line et on parlait donc Hubei en Chine aussi sont intéressés pour la troisième. Le concept, donc il y a 2 business models qui sont possibles pour ce genre de transport. Donc soit donc on parlait du modèle 2 avant. Le modèle 2, c'est bêtement une compagnie aérienne locale ou nationale qui achète une aéronef, donc modèle Air Austral, Air France, voilà, et l'exploite. Donc que ce soit des opérateurs privés ou collectivités locales. Sinon, donc Flying Wells propose aussi Flying Wells Industries, qui cette fois-ci Flying Wells Services, excusez-moi, qui cette fois-ci va garder la possession de l'aéronef, mais permet l'exploitation en fait à travers ce Flying Wells Services. Donc c'est du clé en main, on peut dire, pour le end user qui va être donc une société locale qui pourra être le relais de ce Flying Wells Industries localement. Les caractéristiques au final, donc pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, donc peu d'empreinte environnementale. Pourquoi? Je l'ai dit au tout départ, mais au final je ne l'ai pas argumenté. C'est la sustentation, elle se fait purement par hélium. Donc tout ce qui est portance n'a pas à consommer d'énergie. Pour autant, il faudra quand même brûler du fioul pour avancer. Mais voilà, donc on économise toute la partie sustentation.
La flexibilité, parce que c'est du point à point, typiquement, il n'y a pas besoin de structure au sol pour accueillir sur la zone de mission le dirigeable. Donc il n'y a pas besoin d'un aéroport, typiquement. Donc on peut faire le chargement-déchargement, pas de préfabriqué par exemple, sur une zone de chantier, voilà. Ou des grumes sur la zone d'exploitation forestière. Voilà, donc techniquement, comment ça se fait? C'est donc une structure rigide, c'est pas dégonflable. Certains qui m'ont posé la question, ça ne se dégonfle pas. C'est structure rigide pour de la sécurité justement. Les cellules d'hélium sont aussi isolées, donc il y en a 14. Et voilà, donc pas de risque d'inflammabilité comme on a pu voir sur certaines photos en 1937, je crois. Des certifications EASA, donc tout tamponné par l'EASA pour le transport de fret et l'exploitation d'une compagnie aérienne, quoi. Donc c'est 7 certifications différentes, que ce soit la formation du pilote jusqu'à le design en lui-même. Et donc un centre d'opération qui va se trouver a priori en métropole pour coordonner un peu tout ça. Voilà. Donc du coup c'est un projet qui se lance à La Réunion donc dans son instanciation à La Réunion. C'est l'entreprise Quanta Engineering qui va mener l'étude de faisabilité pour savoir si techniquement et économiquement, donc est-ce que les alizés de La Réunion vont empêcher ce genre d'exploitation, les cyclones, mais aussi économiquement, est-ce qu'on a une certaine rentabilité sur la zone océan Indien. Donc l'étude commence incessamment sous peu. Et il y a un démonstrateur qui a déjà été produit? Alors, les dates, en effet, vous avez raison, c'est important. Non, il n'y a pas de démonstrateur. Le First Flight, il est pour 2024. D'accord. Donc, 2024, First Flight et Certification, la certification de type qui va se faire pour 2026. Donc, 2024 et 2026, c'est les essais en vol pour démontrer que ça tient bien haut. Très bien. Je vais laisser la possibilité à la salle de poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? On a une question là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre exposé. Je suis arrivé un peu en retard, peut-être que vous l'avez évoqué au début. Quel est le rayon d'action en fait, de tel engin si on voulait d'un point A à un point B? 1000 km. 1000 km. Voilà. 1000 km et si on veut parler de sphère d'action, en altitude on peut monter jusqu'à 4000 mètres. D'accord. Voilà. Donc on peut passer au-dessus du Piton des Neiges. En termes d'envergure, alors c'est à quelle taille? C'est une sacrée bête. Donc c'est 200 mètres de long et 50 mètres de diamètre. Donc on aura besoin d'un aéroport quand même pour le poser, le stationner. Un hangar, ouais, notamment pour les phases de maintenance et les phases de cyclone telles qu'on en connaît dans la zone océan Indien. Donc c'est hangar, mais il n'y a pas besoin en continu de ce hangar. C'est vraiment pour les cas que j'ai cités. Mais sinon, un mât d'amarrage, par exemple, suffirait pour la zone d'action réduite, on va dire, en termes de créneau temporel. Et l'étude de marché que vous faites sur La Réunion, elle ne porte que sur cette problématique d'approvisionnement portuaire, enfin de transport de conteneurs, ou est-ce qu'on peut imaginer par exemple à Mafat, il y a des problématiques d'enclavement, ou sur la forêt de Bélou, Bébour, ça c'est des choses qui sont regardées aujourd'hui? Bien sûr, donc c'est inclus dans ce. De toute façon, on regarde toutes les possibilités, hein, mais je vous ai parlé on parle de La Réunion là, mais également on a parlé de la zone OI, hein, donc Mafat peut-être pour la zone enclavée, mais Mada, il y a quand même beaucoup de zones enclavées également. Donc oui, la Mafat, toutes les zones enclavées, Réunion et Mada et Maurice sont étudiées. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans l'assistance? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, mais écoutez, on va conclure ici cette présentation. Merci Thomas pour cet exposé très clair, très synthétique. Et je vous dis à très bientôt pour, dans 5 minutes, la prochaine conférence qui démarrera sur EuroHAB. Merci à vous.